Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir, évidemment. Alors, parlons vrai ce matin avec Jean-Noël Barrot, ministre chargé de l'Europe et vice-président du MoDem. Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes au ministère des Affaires étrangères. Tôt ce matin, Israël a frappé l'Iran. L'Iran dit qu'il ne s'est rien passé, mais bon... Israël a frappé l'Iran, drones, missiles, près d'Ispahan. Est-ce que des installations nucléaires iraniennes ont été visées ? Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche soir de la semaine dernière, l'Iran a franchi un palier supplémentaire dans ses actions de déstabilisation de la région en envoyant en Israël des centaines de drones et une centaine de missiles balistiques. Et que nous avons condamné cette attaque avec la plus grande fermeté, tout en appelant à Paris, comme à Bruxelles, à la désescalade et à la retenue dans cette région. Il est sans doute un peu tôt pour que je puisse vous faire des commentaires sur ce qui s'est passé cette nuit. La position de la France, c'est d'appeler tous les partenaires de la région à la désescalade et à la retenue. Oui, Washington a été prévenu de l'attaque par Israël. Est-ce que la France a été prévenue ? Le président de la République s'exprimera en temps utile sur cette sur la cette France attaque. a été prévenue, j'imagine, j'espère, non ? Jean-Noël Barrot. La France est très présente dans cette région, comme vous le savez. Elle y déploie une activité diplomatique intense. Elle a, ces derniers jours, appelé chacun à la retenue et à la désescalade dans une région du monde qui est déjà soumise, depuis l'attentat terroriste du Hamas en Israël, à une forte pression, à une pression extrême. Est-ce que vous approuvez la riposte israélienne ? Nous allons attendre de qualifier d'abord ce qui s'est passé cette nuit avant de le commenter. Oui, enfin, il y a eu cette nuit bombardement, même si les Iraniens le nient. Ce que la France a dit, c'est que l'attaque de l'Iran en Israël le week-end dernier était inacceptable. Oui, ça, je sais. Ça. Elle a exprimé sa pleine solidarité avec Israël, tout en appelant à la désescalade. Donc, vous n'approuvez pas la riposte, quoi. En appelant la désescalade, ça veut dire ne ripostez pas, quoi. Hein ? La désescalade, cela signifie que tout doit être fait pour éviter l'embrasement de cette région. Israël doit s'arrêter là ? Israël est en droit de se défendre face aux agressions qu'elle subit dans le respect du droit du droit international et du droit humanitaire. C'est une situation qui est éminemment complexe, une situation qui est d'une gravité sans précédent dans la région. Le mot d'ordre, c'est la désescalade et la retenue. Est-ce qu'Israël doit s'arrêter là ? Le mot d'ordre, c'est la désescalade et la retenue. Donc la retenue, désescalade, ça veut dire qu'Israël doit s'arrêter là ? Je vous le dis, Israël, depuis 6 mois... J'insiste parce que c'est clair. Au moins, si vous me dites oui, Israël doit s'arrêter là, c'est clair. Jean-Noël Barrot. Le mot d'ordre, c'est la désescalade, c'est-à-dire que tout doit être fait pour éviter l'embrasement dans cette région où les équilibres sont fragiles. À l'ONU, les États-Unis ont bloqué la reconnaissance d'un État palestinien. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça. Bien. La France, quelle a été la position de la France ? La France a soutenu cette résolution visant à reconnaître ou à faire reconnaître par l'ONU la Palestine comme un État membre de l'Organisation des Nations Unies. C'est une résolution que nous avons soutenue car nous considérons que nous ne pouvons pas repousser ad vitam aeternam cette reconnaissance et qu'il était bon qu'elle puisse avancer. Oui, 5 pays de l'Union européenne, 4 pays plus la Norvège, sont prêts à reconnaître un État, c'est autre chose, un État palestinien. Est-ce que la France est prête ? Il n'y a pas de tabou sur cette question. La France est prête à le faire le moment venu dans le cadre d'un processus de paix structuré et organisé. Donc la France est prête à reconnaître un État palestinien. Le moment venu dans le cadre d'un processus de paix structuré et organisé. Bien. Jean-Noël Barrot, l'Ukraine, pourquoi l'Occident, dont la France, intercepte-t-il les missiles et drones tirés sur Israël par l'Iran et ne le fait pas pour les missiles et drones russes tirés sur l'Ukraine ? La situation n'est pas comparable. Les interceptions qui ont lieu dans le Proche-Orient sont des interceptions qui concernaient le ciel au-dessus des forces françaises. Ça n'a rien à voir avec la situation en Ukraine. Ceci étant dit... Donc on se lave les mains
on se lave les mains. Donc, mais si ça ne concerne pas, je vous dis simplement, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Noël Barrot, si ça ne concerne pas les forces françaises, les missiles russes peuvent atterrir et tuer en Ukraine. Mais vous plaisantez. La France et l'Europe ont apporté un soutien massif, colossal à la résistance ukrainienne depuis 2 ans. D'ailleurs, l'Union européenne est l'organisation politique ou la région du monde qui a apporté le plus grand soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre d'agression russe. C'est le cas de la France, par exemple, qui a livré des canons César, des scalps, ainsi que de nombreuses munitions à la résistance ukrainienne pour qu'elle puisse faire face. Vous savez très bien que l'Europe a livré très peu de missiles, très peu de défense antiaérienne aux Ukrainiens pour se prémunir justement des bombardements russes. Mais beaucoup plus que le reste du monde, et nous avons décidé le mois dernier de renforcer la facilité européenne de paix de manière à faire en sorte que le plus grand soutien puisse être accordé sur le plan militaire à l'Ukraine. L'Ukraine qui appelle à l'aide, vous avez vu cela, qui appelle à l'aide. Les Russes grignotent chaque jour du territoire ukrainien. Qui réagit ? Qui réagit ? Nous réagissons. Le 26 février dernier, le président de la République a rassemblé une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour appeler à renforcer et approfondir le soutien militaire à l'Ukraine en disant avec beaucoup de force et de clarté que ce soutien s'inscrirait dans la durée et qu'il serait aussi intense que nécessaire. C'est ce que nous avons matérialisé pays par pays avec des plans d'aide à l'Ukraine. C'est le cas de la France qui a signé avec le président Zelensky un plan de 3 milliards d'euros pour l'année 2024. Et c'est vrai au niveau européen où nous avons d'abord débloqué une enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'aide civile, l'aide économique à l'Ukraine, puis 5 milliards d'euros pour l'aide militaire à l'Ukraine, et nous allons continuer. Notre objectif, c'est que au mois de juin, avant l'été, l'Europe puisse se doter des moyens de financer durablement la résistance ukrainienne. Oui, 80% des équipements fournis à l'Ukraine, équipements militaires, ont été achetés hors de l'Union européenne. Parce que nous ne fabriquons pas suffisamment d'équipements militaires. Parce que nous avons pris la mauvaise habitude de nous approvisionner à l'extérieur de l'Union européenne. Et qu'il faut que ça cesse. C'est pourquoi la France est le pays en Europe qui pousse le plus fort pour la préférence européenne en matière d'industrie de défense. Alors, j'ai juste une petite question à propos de l'Ukraine et de la Russie, des sanctions contre la Russie. Est-il vrai que depuis quelques mois, des navires russes chargés d'acier russe accostent dans le port de Bayonne ? C'est vrai, vous êtes au courant de ça ? Je ne peux pas vous confirmer cette information. Bon, ce sont des milliards pour les Russes. Mais vous ne pouvez pas me confirmer cette information, je vous dis ça parce que la presse en fait état. Ce que je puis vous dire, c'est que l'Union européenne, et c'est une première dans son histoire, a décidé de sanctions à l'encontre des intérêts russes. Nous en sommes à négocier le 14e paquet de sanctions qui vise désormais toutes celles et ceux qui participent au contournement de ces sanctions, et que cette semaine, l'Union européenne a décidé de sanctionner l'Iran, ou plus précisément de renforcer les sanctions de l'Iran, qui participe au travers du transfert de drones et de missiles à aider la Russie dans son agression de l'Ukraine. Bien, je reviens sur le terrain français. Était-ce une erreur d'interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ? Je crois que la liberté d'expression est proverbiale dans notre pays, que chacun a le droit de se réunir, mais que cela doit se faire dans des conditions de sécurité acceptables. Les services de l'État ont jugé que ces conditions de sécurité n'étaient pas réunies, et c'est ce qui explique que la réunion entrave au débat démocratique ? Je ne crois pas. Je fais toute confiance aux services de l'État pour garantir la liberté d'expression, tout en veillant à ce que la sécurité des participants à ces manifestations soit assurée. Bien, Jean-Noël Barrot, l'Europe, parlons d'Europe. Discours du président de la République jeudi prochain sur l'Europe. Je crois que c'est à la Sorbonne, hein, c'est bien cela. C'est cela. C'est cela, à la Sorbonne, discours sur l'Europe, parce qu'il va falloir parler d'Europe dans cette campagne européenne. On n'en parle pas, c'est le 9 juin. Votre candidate est en train de patiner. Alors, cap sur les années à venir, si j'ai bien compris, le discours du président de la République, c'est bien cela. Il va dresser un cap. Quel est le cap, d'ailleurs, de l'Europe pour les années à venir ? Il va dresser un cap, mais il va revenir aussi sur l'action qu'il a menée depuis 2017, depuis son premier discours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour montrer
que par sa combativité et sa mobilisation, il a fait en 7 ans changer l'Europe en tenant les engagements qu'il avait pris il y a 7 ans. Jamais la France n'a été aussi influente en Europe que ça n'a été le cas depuis 2017. C'est la France qui a donné le là dans le concert européen, notamment en installant une idée nouvelle, qui était un concept interdit il y a 7 ans encore, celui de souveraineté européenne. L'économie européenne décroche. C'est ce que j'ai lu. Qui l'a écrit? L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. Vous n'êtes pas d'accord, je crois savoir, avec ces propos. Est-ce que l'économie européenne décroche? Nous sommes face à des risques très graves pour l'avenir de notre continent et donc de notre pays. Le décrochage économique en fait partie. On pourrait citer le risque climatique. L'économie européenne décroche. On pourrait citer le risque du retour de la guerre. Il y a un risque que l'économie européenne décroche. C'est la raison pour laquelle, face à la Chine ou face aux États-Unis qui investissent massivement dans les industries d'avenir, il nous fallait nous doter à nouveau d'une politique industrielle en Europe, et c'est une victoire française. Il a fallu batailler, il a fallu livrer bataille. C'est ce que le président de la République a fait depuis 7 ans, et c'est désormais chose faite. Cette semaine, une nouvelle fois à Bruxelles, les 27 dirigeants se sont ralliés aux positions françaises pour affirmer que l'Europe devait se doter de la capacité d'investir dans les industries. Comment ? Eh bien, justement, en se donnant les moyens et notamment en réorientant l'épargne des Européens qui aujourd'hui fuient l'Europe pour aller s'investir aux États-Unis vers ces industries d'avenir, de manière à ce que nous puissions, que l'on parle de l'intelligence artificielle, du quantique. Concrètement, comment fait-on ? On peut en parler si vous voulez. Concrètement, il faut que les tuyaux soient branchés sur l'industrie européenne. Cela veut dire qu'il faut que, au travers de l'Union européenne, les superviseurs, ceux qui veillent sur l'épargne des Européens, eh bien, harmonisent leurs pratiques. Et plus de protection européenne ? Pas nécessairement. Vous savez, aujourd'hui, si 300 milliards d'euros chaque année quittent l'Union européenne pour aller s'investir aux États-Unis, c'est tout simplement parce que l'Europe est à ce jour, l'Europe de l'épargne est un patchwork. Et ce que dit Enrico Letta, c'est qu'il faut harmoniser les conditions de l'investissement et de l'épargne en Europe. Il faut aussi contrôler les importations, et notamment la volonté chinoise de s'imposer partout, en Europe aussi, et notamment dans l'automobile. On le voit, un constructeur chinois qui ouvre une usine en Espagne et qui va inonder le continent européen de voitures chinoises. Il va falloir se prémunir contre cela. Le président chinois sera à Paris bientôt. Que va dire Emmanuel Macron, président chinois ? Vous le dites avec beaucoup de justesse, l'Europe doit sortir de la naïveté et de l'innocence. Et c'est précisément ce qui s'est produit depuis le discours de la Sorbonne du président de la République en 2017, où il dit quelque chose qui était tabou à l'époque, c'est-à-dire que nous devons imposer vis-à-vis de nos grands partenaires commerciaux de la réciprocité. Nous avons créé un poste de procureur commercial. Nous avons créé une taxe carbone aux frontières et nous nous sommes donné des lois européennes qui permettent à la Commission d'ouvrir des enquêtes. Par exemple, à l'endroit de la Chine, qui subventionne ses véhicules électriques, qui subventionne ses panneaux solaires, qui subventionne son énergie éolienne, ou en tout cas ses pales éoliennes. Désormais, l'Europe sait se faire entendre et sait se faire respecter, et c'est une excellente chose. Il a fallu toute la combativité du président de la République pour faire entendre cette voix française en Europe. Jean-Noël Barrot, je regardais notre sondage quotidien, IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Bardella est à 32 et Valérie Ayé à 17,5, Glucksmann 11,5, Manon Aubry 8, enfin j'arrête là. 32, 17,5, l'écart est considérable. Ce ne sont pas les sondeurs qui font l'élection. L'enjeu fondamental de cette élection, c'est de déterminer qui peut porter haut les couleurs de la France en Europe. C'est de déterminer qui peut influer sur l'avenir de l'Europe pour qu'elle se rapproche de la vision que nous en avons en France. Et je ne vois qu'une seule candidature susceptible de le faire, c'est celle de Valérie Ayé et de sa liste Besoin d'Europe. Oui, enfin, il est temps, hein. 17,5 contre 32, il est temps d'accélérer. Il est temps d'accélérer et de se poser les vraies questions. La vraie question, c'est pas de ne savoir qui sera premier, qui sera deuxième, qui sera troisième. La vraie question
à se poser. C'est si nous voulons que l'Europe ressemble plus dans 5 ans à la vision que nous en avons en France, qui devons-nous envoyer au Parlement européen le 9 juin ? Et qui allez-vous envoyer ? Enfin, pas vous, hein, mais qui va aller se battre pour soutenir Valérie Ayé, Emmanuel Macron et le Premier ministre ? Il a commencé hier, Gabriel Attal, l'autorité, il annonce beaucoup de choses, des propositions concrètes. Enfin, nous verrons bien, parce que il va falloir encore attendre 8 semaines pour avoir des propositions concrètes. Concernant la délinquance, bon, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que la délinquance, l'immigration incontrôlée et l'intégration ratée sont liées ? Vous parlez des annonces du Premier ministre. Oui. Je lis d'un côté que ça fait 100 jours qu'il est là et on se demande, etc. Alors que ces 100 jours ont été consacrés à des résultats utiles pour les Français. 18 textes ont été adoptés. Des nouveaux chantiers ont été ouverts sur l'agriculture et sur l'autorité. Et puis de l'autre, vous me dites que 8 semaines de consultation, c'est trop. Il me semble qu'étant donné l'ampleur de ces mesures qui visent la délinquance des mineurs, il me semble important qu'il puisse y avoir cette phase de consultation rapide avant que toutes les décisions ne soient prises, mais je rappelle que certaines ont d'ores et déjà été prises. Bien, oui, mais alors, entrons dans le détail. D'abord, je vous posais la question sur la délinquance, le rapport entre la délinquance, l'immigration incontrôlée et l'intégration ratée. Est-ce qu'il y a un rapport, selon vous ? Ce qui est certain, c'est ce que le Premier ministre a rappelé hier, c'est que nous avons besoin d'un sursaut civique. C'est peut-être ce que vous entendez par le terme d'intégration. Oui. D'intégration dans la République. Et le civisme fait partie des annonces de Gabriel Attal hier. L'enjeu, c'est de rappeler chacun à la responsabilité républicaine, au civisme républicain et à ses devoirs. Sans quoi les sanctions tombent, et c'est tout l'enjeu de ce sursaut de civisme et d'autorité. Puisqu'on parle de sanctions, j'aimerais avoir du concret. Par exemple, les amendes à l'encontre des parents qui ne se rendent pas à la convocation du juge pour enfants. Quel sera le montant de l'amende ? Il y a beaucoup de choses très concrètes dans les annonces de... Mais quoi ? Eh bien, il y a je vous pose une question, la concrète. L'ouverture des places. Quel sera le montant de l'amende ? C'est une décision qui sera débattue démocratiquement. Ce n'est pas, vous savez, le Premier ministre. Pourquoi ne pas dire lorsqu'il parle d'amende ? D'un côté le reprocher de gouverner par décret et de l'autre lui reprocher de mettre les propositions à la consultation et au débat démocratique. Le principe, il est acté, c'est celui de la responsabilisation des parents. Oui. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et tu paies combien ? Semble-t-il. Et tu paies combien ? C'est une discussion qui va avoir lieu dans ces 8 semaines, mais c'est la responsabilisation des jeunes et des parents. Ce sont les internats pour accueillir les jeunes en question. Comment impose-t-on l'internat ? Comment impose-t-on l'internat aux parents ? On l'impose par toutes les voies législatives et réglementaires lorsque les jeunes se sont mis dans les situations qu'on connaît. Moi, j'aime le concret. Je n'ai pas le montant de l'amende. Il ne l'a pas dit. Je ne sais pas comment on impose l'internat. Autre question. L'excuse de minorité. Un mineur, on le sait, sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. On le sait. Alors concrètement, comment atténue-t-on cette situation ? Comment faire ? Vous savez, sur ce sujet qui découle de travaux engagés depuis les émeutes de l'été dernier, le Premier ministre a présenté un nombre considérable de propositions qui vont désormais être débattues pour renforcer l'autorité sur un sujet qui est particulièrement sensible, qui est celui de la justice des mineurs, de la responsabilité des mineurs et de la responsabilité de ses parents, de leurs parents. C'est un sujet qu'on doit aborder avec la main tremblante parce que vous voyez bien. On est bien d'accord. Et donc on ne peut pas, on ne peut pas affirmer ou déclarer ou prendre un certain nombre de positions sans les avoir au préalable discuté avec les parties prenantes, que ce soit les parents, l'éducation nationale et la représentation, c'est-à-dire les parlementaires. Bon, on attend du concret. Donc, les réseaux sociaux, réguler l'utilisation des réseaux sociaux. Très bien, vous connaissez parfaitement le sujet, mais comment ? On bloque TikTok ? Vous savez qu'on vient d'adopter une loi
la loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, c'est l'un des éléments de ce bilan des 100 premiers jours du Premier ministre qui va permettre de bannir des réseaux sociaux celles et ceux qui se sont rendus coupables de cyberharcèlement, comme ça a été le cas pendant les émeutes, qui va permettre de mettre fin à l'exposition massive des enfants à la pornographie sur Internet, qui va permettre aussi de déployer ce filtre anti-arnaque qui était une promesse du président de la République pour protéger les Français contre les campagnes de faux SMS et d'arnaque. Bloquer certains, je sais pas, bloquer TikTok, par exemple. Quel est l'objectif que vous poursuivez? S'il s'agit de punir celles et ceux qui, sur Internet, se livrent à des actions de violence, de haine ou de cyberharcèlement, nous avons désormais, avec le bannissement numérique... C'est suffisant, donc. Le bannissement numérique, il me semble que c'est une sanction particulièrement lourde. Oui, parce que le Premier ministre a parlé de réguler l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. À la maison, en accompagnant les parents dans leur propre accompagnement des enfants face à des outils qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Mais nous avons, s'agissant des sanctions, un arsenal qui est désormais assez complet. Il a dit aussi qu'il faut contrôler l'âge des jeunes inscrits sur les réseaux sociaux. Mais absolument. Comment en portant au niveau européen ce principe-là, l'idée qu'on ne puisse plus s'inscrire sur un réseau social sans que l'âge n'ait été vérifié, puisque vous le savez, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, on doit en principe avoir 13 ans pour s'inscrire, mais personne ne vérifie sérieusement l'âge des utilisateurs. C'est une mesure qui doit être prise au niveau européen, et cela fait sans doute partie des propositions qui seront portées par Valérie Ayé et ses colistiers. Ah, c'est une proposition, ça. Je suppose. Bon, merci Jean-Noël Barrot d'être venu nous voir. Valérie Ayé, que j'attends vainement depuis quand même un certain temps maintenant, qui ne vient toujours pas ici. Je le regrette parce que j'ai plein de questions à lui poser, mais je pense qu'elle va venir. J'en suis certain. Mais oui, Jean-Noël Barrot, j'en suis certain. Il est 8h55. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. À tout de suite, juste après les infos.